Il s'appelait Karl. Montefiore, Karl. C'était un homme grand et maigre, avec un regard hautain, très probablement considéré comme séduisant. J'aurais sans doute eu envie de lui casser la figure, même s'il n'avait pas couché avec ma femme. Mais à cet instant, son expression était plus surprenante qu'arrogante. En entrant dans son bureau, il a supposé que je voyais un client potentiel pour sa société de développement de logiciels, et non un mari trahi. Malgré nos quelques rencontres, il s'est levé pour m'accueillir avec un sourire chaleureux et je pouvais voir qu'il ne se souvenait même pas de mon visage. « Bonjour, monsieur Reagan. »« Right. C'est un plaisir de vous voir. »« Veuillez vous asseoir, » dit-il. Sa poignée de main confiante et forte reflétait clairement la marque d'un vendeur expérimenté. Je me suis assis et je l'ai regardé froidement pendant quelques minutes avant de prendre la parole. En fait, Karl, je ne suis pas Reagan. Proctor est mon nom. David Proctor est le petit ami de Lorraine. Lorraine Proctor, de votre division des ressources humaines, celle avec laquelle vous travaillez depuis de nombreux mois. Son visage s'est raidi et il m'a fixé, muet. J'ai sorti d'une enveloppe une pile de photos que j'ai jetées devant lui. C'est vous à côté d'elle à l'hôtel Montgomery Road. Chambre 128, vous semblez toujours choisir la même chambre. Toujours silencieux. Karl, qui paie la chambre? Toi ou ma charmante dame? Je connaissais la réponse, mais je voulais l'entendre la dire. Je paie, répondit-il enfin, en regardant le mur lointain. J'ai un accord avec le gérant. Il nous réserve des chambres et nous nous occupons de leur compte. Encore une fois, silence. Je manquais d'urgence. Bien sûr, je me sentais en colère. J'étais en colère, mais je n'avais aucune raison de me presser puisque j'occupais ce poste depuis pratiquement 5 semaines déjà. D'accord, murmura-t-il enfin. Tu le sais. Quelles sont tes préférences? Soudain, il parut plus vieux, comme si toute sa vitalité s'était évaporée. Karl, qu'attends-tu de moi? Dehors, dans ma voiture, il y a une grande enveloppe manie qui se dirige vers le bureau de votre femme. À moins que vous ne soyez prêt à participer davantage à cette visite, j'ai l'intention de passer au bureau de FedEx immédiatement après mon départ d'ici. Son visage est devenu fantomatique, mais il est resté assis, tant bien que mal. Je ne peux que saluer son sang-froid. Si Émilie l'apprenait, remarqua-t-il, ce serait très fâcheux. Que voulez-vous que je fasse? Je lui tendis une feuille de papier. Lisez ceci, puis téléphonez immédiatement à ma femme et discutez-en avec elle. Vous pouvez varier le langage et modifier le petit nom ridicule que vous lui donnez, tout ce que vous voulez. Faites en sorte que cela ait l'air naturel, comme quelque chose qu'elle attendrait de vous. Mais assurez-vous d'exprimer exactement ce que je vous propose ici. Il y prêta une grande attention, puis releva la tête. Je ne suis pas sûr qu'elle approuvera cela. Je glousse. Karl, j'ai écouté une demi-douzaine de vos brèves séances avec ma femme sur des enregistrements audio. Vous avez fait des choses bien plus tordues que cela. Quand j'ai dit que je les avais entendus ensemble, il a rougi. Il a froncé les sourcils, a réfléchi un peu, puis a demandé. Et si je vais jusqu'au bout? Qu'est-ce que c'est? J'ai secoué le dos. Tu seras alors débarrassé de moi. Je me fiche éperdument de ce que vous et Lorraine ferez après aujourd'hui. Et pour ta femme, l'enveloppe FedEx. J'ai encore fait un signe de la main. Je vais la jeter. Vous me donnez votre parole, monsieur Proctor? Je me suis penché en avant. Karl, vous n'êtes pas particulièrement en position de négocier. Vous avez, en effet, ma parole. Il est revenu sur mon texte et m'a jeté un coup d'œil. Il a grogné et a pris le téléphone quand je suis resté immobile. Pour Lorraine et moi-même, l'histoire est un peu la même. Elle ne vaut pas vraiment la peine d'être racontée. Nous nous sommes rencontrés alors qu'elle était à l'université et que je commençais à travailler ici. C'était un rendez-vous fixé à l'aveugle. C'était une amie de ma cousine Marie, qui pensait que nous allions nous entendre. Et c'est ce qui s'est passé. Même si notre relation était tout à fait normale, cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas fantastique. Lorraine semblait ressentir la même chose à mon égard lorsque je suis tombé amoureux d'elle vers notre 6e rendez-vous. Au début, notre intimité était un peu vanille, un peu prudente, mais nous nous sommes vraiment ouverts l'un à l'autre et les choses n'ont cessé de s'améliorer. Environ 14 mois plus tard, nous nous sommes mariés, Marie étant la demoiselle d'honneur et mon frère Bobby le témoin. Nous avons eu Tina, un événement inattendu mais extraordinaire qui s'est produit presque immédiatement. C'est une étudiante brillante, une joueuse de tennis et une artiste douée. J'adore cette enfant merveilleuse, vive et charmante. Bien que Lorraine et moi ayons toujours affirmé que nous n'aurions qu'un seul enfant, nous avons le meilleur enfant du monde. En fait, Lorraine et moi avons eu une vie et un mariage fantastiques.
Je le disais constamment lorsque quelqu'un me demandait comment cela se passait. Elle me rassurait toujours par la suite, mais il lui arrivait de flirter un peu avec nos amis lors de réunions. Notre intimité n'était jamais meilleure qu'après avoir passé du temps avec d'autres, après tout, et elle veillait à ce que je sache qu'elle était attirante pour d'autres hommes. Je n'ai jamais remis en question la fidélité de Lorraine à mon égard. Pas une seule fois en 19 ans, aucun signe, aucun regard étrange, aucune nuit au bureau, aucune marque inexplicable sur son corps, aucun empressement à rentrer chez elle pour prendre une douche. Aucune. Notre intimité n'a ni augmenté ni diminué. Elle est restée la même, ni meilleure ni pire. Je ne pouvais pas savoir. Avec le recul, Lorraine semblait un peu plus vivante et joyeuse, un peu plus heureuse ce printemps-là, mais je ne l'ai pas remarqué avant d'avoir découvert sa liaison. C'est Tina qui l'a appris la première. C'était l'une des pires choses, même si les circonstances générales étaient mauvaises. Au début du mois d'avril, un samedi matin de sa dernière année d'études, j'aidais son frère à déménager des meubles. Tina devait s'absenter pour une compétition de tennis dans la journée, mais le tournoi avait été annulé car les cours avaient été inondés à la suite d'un violent orage survenu la veille au soir. Avery, le coéquipier de Tina, l'a raccompagnée chez elle vers 11 heures du matin, plusieurs heures avant l'heure prévue. Tina a déposé ses bagages, s'est servi un Cola Light dans le réfrigérateur et a pris le téléphone pour appeler un ami au sujet de la soirée. Ignorant que sa mère était déjà en ligne, elle a appuyé sur la touche haut-parleur et a entendu une voix d'homme s'exclamer « Encore ton petit corps serré ». Choquée, Tina raccroche rapidement le téléphone. Elle s'est glissée silencieusement dans le couloir et a jeté un coup d'œil dans la chambre une minute ou deux plus tard. Lorraine était allongée sur le lit, vêtue d'un simple caleçon. Une main reposait négligemment dans sa culotte, l'autre tenait le téléphone. « Oh oui, bébé, je ne peux pas attendre non plus, » dit Tina. « Devrais-je attendre jusqu'à mercredi pour cela ? Nous pourrions peut-être le faire lundi. » Tina est retournée dans la cuisine après s'être détournée de la porte, a pris son sac de tennis et s'est enfuie de la maison. Elle passe 2 heures à pleurer dans la cour de récréation de l'école primaire voisine. Elle s'est ensuite ressaisie, s'est nettoyé le visage et est rentrée chez elle. Pendant pratiquement 2 semaines, je n'ai rien entendu à ce sujet. Tout ce que je savais, c'est que Tina était devenue introvertie et de mauvaise humeur, comme une adolescente normale, sauf qu'elle avait toujours été si joyeuse et énergique. Lorraine semblait aussi perplexe que moi lorsque je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Tina a craqué et m'a enfin raconté ce qui s'était passé au retour d'un tournoi de qualification. Elle avait perdu contre une fille du collège de Lackland, qu'elle avait battue 4 fois au cours des 2 dernières années, et sa performance avait été bien moins bonne que d'habitude. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis arrêté dans un café, j'ai pris de quoi manger et j'ai garé la voiture dans un grand parking à proximité du centre commercial. « Chérie, dis-moi ce qui se passe », lui ai-je demandé avec insistance. Elle a haussé les épaules et m'a répondu « Rien. Je me suis mal débrouillé, c'est tout. » J'ai tendu le bras pour lui toucher l'épaule. « Tina, tu sais que cela ne me dérange pas. Un match de tennis, mais vous êtes malheureuse depuis des semaines. S'il te plaît, parle-moi. » Parle à ton père aimant mais vieux et désemparé. Puis j'ai regardé. J'avais découvert au fil des ans que Tina détestait le silence. Elle fixait simplement son regard sur la fenêtre, sans bouger. J'ai soudain remarqué des larmes sur ses joues. Elle a déclaré « Papa, maman te trompe », sans tourner la tête. Je lui ai demandé « Quoi ?» J'avais envie de hurler, de lui dire que c'était de la folie, qu'elle avait perdu la tête, que c'était l'anarchie, mais je me suis retenu. Je me suis tué et je l'ai écouté raconter toute l'histoire, comment elle était rentrée tôt, ce qu'elle avait entendu et ce qu'elle avait vu. Naturellement, c'était difficile à accepter. Bien que je n'ai pas pu imaginer ce que cela signifiait, ce que Tina disait, j'ai fait confiance à ce qu'elle disait. Après avoir pleuré un peu ensemble, je lui ai demandé de garder le secret jusqu'à ce que je m'en sorte. Tina et moi avons conclu une sorte d'accord privé, une sorte de contrat pour cacher à Lorraine tous nos doutes et nos émotions. En fait, malgré notre bonne entente générale, cela nous a rapprochés. Dans un cas comme celui-ci, n'importe quel mari ou femme lésé dépenserait quelques milliers de dollars pour un détective privé et le laisserait s'occuper de la situation. 3 semaines plus tard, j'avais des photos, un rapport et une cassette audio. J'ai fermé ma porte à clé, j'ai laissé mon téléphone éteint, je suis allé travailler ce jeudi-là et je me suis concentré sur le problème en cours. J'ai tout écouté et tout lu. J'ai commencé à pleurer et à jurer. J'ai enlevé ma chaussure et l'ai jetée à travers la pièce, faisant tomber du mur un diplôme universitaire encadré. J'ai tapé du poing sur le bureau. Je me suis déplacé dans la pièce en pleurant. J'ai ensuite fixé mon regard sur la fenêtre de mon bureau.
Lorsque je me suis enfin calmé, à 13h30, j'ai déjeuné tardivement dans un restaurant. Assis devant 2 tasses de café et un sandwich Reban, j'ai commencé à planifier. C'était si important pour moi, même si nous menions une vie de couple tout à fait normale. Pendant près de 20 ans, j'ai aimé Lorraine avec ferveur, je n'ai jamais remis en question le fait qu'elle m'ait épousé. Nous avons simplement passé du temps ensemble et nous nous sommes appréciés. Nous étions amis, partagions les mêmes valeurs et recherchions les mêmes choses dans la vie. Nous étions le couple le plus heureux dans le mariage le plus solide que je connaissais, aurais-je dit. Mais peut-être pas. J'ai su que c'était fini entre nous dès que j'ai vu le rapport du détective privé. D'après ce que j'ai pu voir, elle et Karl Montefiore s'amusaient en compagnie l'un de l'autre depuis plusieurs semaines, avec beaucoup d'excitation de part et d'autre, j'aurais pu comprendre qu'il s'agissait d'un flirt passager. Ils avaient une relation physique. Ils avaient dépassé depuis longtemps le stade des rencontres hâtives. Ils s'amusaient en jouant à des jeux. Elle s'habillait en lingerie pour lui. Ils ont expérimenté les bandeaux et les entraves, bien au-delà de ce qui s'était passé dans notre chambre, et ont utilisé des jouets. Un jour, je suis allé chercher Tina plus tôt à l'école et nous sommes allés déjeuner ensemble. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'une affaire royale et que je quittais sa mère, je lui ai épargné les détails. Tina s'est sentie en colère et perturbée. Je l'ai aidée à se calmer, même si elle voulait rentrer chez elle et affronter Lorraine. Tu sais, ma chérie, ta mère t'aime. Elle te traite avec beaucoup d'affection. Ce n'était pas fait pour toi. C'est ce qu'on m'a fait. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait dans l'intention de me blesser. Elle croit très certainement que je ne le découvrirai jamais. Mais c'est elle qui m'a trahi, pas toi, et c'est à moi de décider comment je dois réagir. Pour quelques semaines encore, penses-tu pouvoir continuer le spectacle? Sois la fille normale, évite de sortir de l'ordinaire jusqu'à la fin de tes études. Elle acquiesce lentement, à contre-ségur. Je suppose que oui, papa. En d'autres termes, si c'est ce que tu souhaites. Elle se remit à renifler. Simplement, comment pourrait-elle vous traiter? Envers nous personnellement? Sa voix s'est brisée en pleurs, je suis allé de son côté de la cabine et je l'ai bercée pendant qu'elle pleurait. Vous êtes vraiment merveilleux avec elle. Tina s'engagea enfin à se comporter comme une fille dévouée jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. 3 jours plus tard, elle partait pour un programme de tennis junior de 10 semaines dans le Colorado, puis une semaine à la maison pour l'Université de Californie. Elle avait clairement l'intention de demander le divorce après son départ pour l'été. Alors je prendrai un peu de temps libre et je voyagerai un peu, lui ai-je dit. Chérie, aimerais-tu que je passe te voir quelques jours à Denver? Elle a essayé de sourire, s'est essuyé les yeux et a dit, oui, papa, ce serait super. J'ai trouvé un appartement, mis en place des cartes de crédit et un compte courant, et j'ai pris congé de mon travail pour m'envoler vers la côte ouest, en m'occupant à l'avance de toutes les tâches quotidiennes. Après avoir loué une voiture, traversé les Rocheuses, passé quelques jours avec Tina dans le Colorado, puis pris l'avion pour rentrer chez moi, j'avais l'intention de passer quelques jours à San Francisco, chez mon ancienne colocataire de l'université. J'ai attendu que les déménageurs viennent chercher la moitié de mes meubles et les amènent dans mon nouvel appartement avec mes vêtements, mon ordinateur et d'autres affaires ce matin-là, alors que Lorraine partait au travail. Je me suis ensuite rendu chez Karl Montefiore. Je vous en ai déjà parlé. Après-midi, j'ai déposé le courrier avec Madame Montefiore dans la boîte FedEx à l'extérieur du palais de justice. Croyez-vous sincèrement que je respecterai mon engagement envers cet abruti après qu'il ait couché avec ma femme pendant plusieurs semaines? J'ai choisi un endroit tranquille, j'ai garé ma voiture près du restaurant en face de l'hôtel à 13h45 et j'ai commencé à observer. Lorraine s'est garée et s'est arrêtée exactement devant la chambre 128. Elle est entrée dans le bureau principal, est revenue 1 minute ou 2 plus tard, a laissé tomber la carte clé sous le tapis devant la chambre 128, a utilisé une autre clé et a refermé la porte derrière elle. Elle portait un sac de course, et d'après leur bref contact téléphonique, j'en ai déduit qu'il contenait tout ce que Karl avait demandé. Après avoir attendu une dizaine de minutes, je me suis approché de la porte, j'ai pris la carte sous le paillasson et je suis entré. Mon épouse, Lorraine, la femme que j'ai aimée, chérie et à laquelle j'ai été fidèle pendant 20 ans, était allongée sur le lit, vêtue d'une nuisette noire très exposante et de rien d'autre. Elle était couchée sur le ventre, 2 oreillers relevés pour l'exposer de l'autre côté de la pièce. Portant un masque de sommeil, elle était aveugle. Lorsqu'elle a entendu la porte s'ouvrir et se fermer, je l'ai regardée se raidir. « Karl, mon Dieu, tu m'as fait peur, bébé. » J'étais allongé là et dans certaines des cassettes que je possédais, il l'appelait « Chut, ma petite pêche ». J'ai murmuré, je me suis approché du lit, je me suis penché pour lui dire à l'oreille, Dieu sait pourquoi j'ai vaporisé de l'eau de Cologne de Karl,
elle n'avait aucune raison de croire que je n'étais pas son amant. Sachant qu'elle ne reconnaîtrait pas ma voix, j'ai dit, et maintenant, je suis là pour te rendre folle. Sans dire un mot de plus, j'ai attrapé un sac à provisions posé sur la chaise et j'en ai sorti des menottes. Les mains de Lorraine ont été menottées au-dessus de sa tête, puis j'ai sorti une longue corde de ma poche, dont j'ai attaché une extrémité aux menottes. J'ai descendu le reste de la corde sous le lit, je suis allé de l'autre côté, je l'ai remonté et j'ai fixé l'autre extrémité avec 2 cordes plus courtes. J'ai attaché une extrémité de chaque corde à ses chevilles et l'autre au montant du lit au pied du matelas. Elle était maintenant étendue au milieu du lit, incapable de bouger comme elle le voulait. « Tu n'as pas été une bonne fille non plus, dis-je à voix basse. » Elle a ri, et je lui ai donné une rapide baffe dans le dos. Elle a halté, sauté et couiné. Bien sûr, je ne l'ai pas frappée durement, pas avec le genre de colère que j'éprouvais réellement. Oh, absolument, chérie, j'ai été une fille vraiment méchante. Elle a souri et m'a taquiné sans dire un mot de plus. Sachant qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où je me trouvais, je me suis déshabillé et je suis resté immobile. Elle avait l'air impatiente mais un peu nerveuse. Karl, Babi. J'ai attendu encore quelques minutes qu'elle me réclame, ou qu'elle le réclame, je suppose. Puis je l'ai légèrement tapoté une fois de plus sans avertissement. Eh, Karl, quoi? Ça fait mal, ma chérie. Quoi? Elle a juste marmonné, putain, bébé, ça fait vraiment mal, après que j'ai eu fini. Pourquoi exactement? Je me suis rapproché, j'ai pressé mon corps contre le sien et j'ai murmuré à son oreille, n'es-tu pas une mauvaise fille? Une petite tricheuse, qui divorce de son mari. Elle s'est renfrognée. Arrête de parler de lui. L'ignorant, j'ai dit, que pensez-vous qu'il dirait s'il vous voyait comme ça, ici, absolument à ma merci? Comment réagirait-il? Arrêtez Lorraine Vimé ici. Pendez-moi. D'accord, concentrons-nous sur nous, dit-elle d'une voix laborieuse. Je sais que j'ai eu tort, mais j'ai besoin que tu me pardonnes et que tu me rappelles que je suis à toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon temps, mais je savais que ce serait la dernière fois que les choses se passeraient ainsi entre nous. Elle a répondu avec impatience lorsque je me suis approché, la tourmentant doucement, mais je me suis arrêté juste avant de lui donner ce qu'elle voulait. Frustrée, elle m'a dit, tu ne peux pas me laisser comme ça. S'il te plaît, n'arrête pas maintenant. J'ai attendu, la voyant s'agiter et lui permettant de se calmer. Puis je l'ai taquinée une fois de plus, et encore une fois. La troisième fois, elle était fatiguée et sa voix tremblait lorsqu'elle m'a supplié, s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Je n'en peux plus. Assise à côté d'elle, elle répondit une fois de plus avec enthousiasme. En chuchotant, tu aimes ça, bébé? Est-ce que ça s'est amélioré par rapport aux fois précédentes? Je l'ai guidée avant qu'elle ne puisse répondre. Elle s'est un peu débattue, mais j'ai continué. Après un long moment de passion, je me suis enfin retiré, m'effondrant silencieusement à côté d'elle. Elle a fini par dire d'un ton badin, c'était fantastique. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Je me suis levé en silence et j'ai commencé à me changer. Elle semblait satisfaite et souriait d'un air rêveur. Encore une fois, c'était génial, Karl, dit-elle. Bébé, Karl, où es-tu? Demanda-t-elle quand je ne répondis pas. Je m'habillai complètement et retournai dans le lit à côté d'elle. J'ai enlevé le masque de sommeil de ses yeux et j'ai chuchoté, ici, petite pêche, de ma voix naturelle. Ses yeux se sont ouverts et elle m'a souri, un peu confuse, mais elle a commencé à se concentrer. Elle a alors sursauté, un son bref qui s'est interrompu immédiatement. Je l'ai regardé fixement et son visage est devenu terrifié. Sa bouche s'est refermée en une grimace effrayée et ses yeux se sont écarquillés. J'étais prêt à lui infliger des semaines de colère et d'agonie, mais au lieu de cela, je n'ai rien dit, toutes sortes de mots terribles étaient prêts. J'ai simplement observé son visage pendant qu'elle faisait le point sur ce qui s'était passé dans la chambre d'hôtel au cours des 2 dernières heures. Lorraine était devenue pâle. Elle se léchait frénétiquement les lèvres en fixant mon visage immobile. David, oh mon Dieu, David, je ne peux pas envisager ce que tu... Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Elle arrêta sa phrase, ne sachant pas exactement ce qu'elle voulait dire. Compte tenu de la situation, c'était peut-être raisonnable. Je l'ai observé calmement alors que des larmes commençaient à couler au coin de ses yeux. Les mains attachées au-dessus de sa tête, elle était nue, portant juste un teddy qui lui collait à la poitrine, transpirant avec les restes de la rencontre qui s'écoulaient d'elle. Secouant la tête et me fixant toujours, elle a commencé à crier et a dit, « Non, non, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas. Pas du tout. » Me levant de mon siège, j'ai continué à la regarder pendant qu'elle sanglotait plus fort, toujours en sourdine.
J'ai alors sorti un téléphone portable prépayé et j'ai appuyé sur le numéro préprogrammé. Oui, je suis à l'hôtel de Montgomery Road, et il semble qu'il y ait une sorte de perturbation ou d'altercation dans la chambre adjacente, numéro 128, ai-je fait remarquer alors que la voix à l'autre bout du fil ajoutait, c'est la ligne d'urgence des Hewitt News. Oui, répondis-je, il y a beaucoup de cris et de hurlements, mais je ne peux pas dire si une femme est agressée ou non. J'ai pensé vous téléphoner aussi, mais j'ai déjà composé le 911. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Lorraine s'est retenue de sangloter. Elle a tourné la tête pour me faire face, la peur gravée sur son visage. Non, chérie, je t'interdis de les laisser faire. S'il te plaît, ne laisse personne me voir. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. S'il te plaît, Dave. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai recomposé le numéro. 911, quelle est votre urgence, me demanda une voix. Oui, je suis dans un hôtel et un type, je veux dire, excusez-moi, un homme est en train d'avoir un contact intime avec une femme dans la chambre 128 et la porte est grande ouverte pour que tout le monde puisse la voir. Oh mon Dieu, il l'a attachée au lit et tout le reste. Je suis passé avec mes enfants. J'ai raccroché le téléphone. En essayant de se libérer, Lorraine a crié de terreur. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Laisse-moi te supplier. En me baissant, j'ai tenu fermement son visage pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir et j'ai couvert sa bouche avec ma paume. Pendant quelques minutes, je l'ai maintenue en la regardant fixement. J'ai fixé le visage de la femme que j'avais aimée presque toute ma vie d'adulte. Puis je l'ai laissé partir et je suis sorti de la pièce, repoussant derrière moi ses cris de désespoir. J'ai soutenu la porte avec un oreiller du canapé, puis je suis sorti vers le parking et je me suis installé sur un siège au bord de la rue. 4 minutes plus tard, une grosse camionnette de reportage est entrée dans le parking. Je suis resté jusqu'à ce que 2 hommes, dont l'un tenait une grosse caméra, se dirigent vers la porte ouverte de la chambre 128. J'ai alors traversé la rue, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Une autre scène devait certainement exister ici. Pour résumer, Lorraine était accrochée au lit, l'équipe de tournage entrait dans la chambre et les flics étaient déjà en route. Mais, qu'on les apprécie ou non, il y a toujours des répercussions, à moins que quelqu'un ne soit mort, je suppose. Dans ce cas, du moins pour lui, il n'y a pas de conséquences. Un samedi de la mi-septembre, je retournais à la maison que Lorraine, Tina et moi partagions ensemble. Je vivais désormais dans un appartement du centre-ville. La maison était à vendre alors que Tina était dans les dortoirs de l'Université de Californie. Lorraine ne pouvait pas payer l'hypothèque toute seule. Après le bref voyage avec Lorraine qui a mis fin à mon mariage, je me suis rendu à San Francisco pour des vacances. J'ai passé de très bons moments avec mon enfant, j'ai traversé les Rocheuses et j'ai rendu visite à mon frère. Je suis ensuite rentré chez moi et j'ai commencé à me créer une nouvelle vie, celle d'un célibataire. Hormis une note indiquant que je donnais à Lorraine jusqu'au 1er novembre pour acheter ma part de la maison, j'ai demandé à mon avocat d'entamer la procédure de divorce et j'ai évité toute communication avec Lorraine. J'avais alors l'intention de la vendre. Elle m'a contacté pendant plusieurs semaines et m'a téléphoné, mais je n'ai pas répondu. Je n'attendais rien d'elle et n'avais rien à lui dire. Ma connaissance a vu comment les médias ont rapporté mon bref voyage. Il y a eu 3 jours de reportage dans les journaux télévisés locaux, et quelques articles sans photo ont été publiés dans le journal local. Ils ont filmé une vidéo à 11 heures, la caméra zoomant d'abord sur la porte ouverte du motel, puis sur une vue partielle de la femme attachée sur le lit. Le visage de Lorraine n'était pas clairement visible, c'est pourquoi le journal télévisé a omis de mentionner les noms, sans doute pour éviter un procès. Ah oui, mais Madame Montefiore a fait suffisamment de bruit sur son lieu de travail pour que Lorraine soit licenciée et elle était en train de révéler que son mari était conseiller. J'étais d'accord pour que nos amis se passent le mot sur l'identité de cette femme non identifiée dans l'histoire rocambolesque du motel. Lorraine a dû accepter un poste administratif moins bien rémunéré à 20 miles de chez elle. D'après ce que m'a dit Tina, elle a semblé triste et s'est excusée toute la semaine, je savais qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter la maison. Tina a à peine parlé à sa mère à son retour, puis est repartie à l'université, toujours furieuse. Je suis entré dans la maison après avoir conduit jusqu'à l'allée et m'être garé. Lorraine avait accepté de signer la procuration de la maison et les papiers du divorce. Elle était assise à la table de la cuisine et buvait une tasse de café. « Bonjour, David », me répondit-elle doucement. Lorraine. Elle semblait un peu plus petite, mais aussi plus âgée. Elle n'avait pas bien dormi et avait probablement de mauvaises habitudes alimentaires. Mon cœur ne se gonfla pas de sympathie. « Voulez-vous du café ? » « Non, merci. » J'ai pris un verre d'eau et je me suis installé.
Elle me fait signe vers le comptoir et ajoute, tous les papiers sont là. Je les ai signés. Dans combien de temps devrais-je commencer à chercher un logement? Probablement 2 ou 3 mois au moins. En général, il faut quelques mois aux gens pour conclure l'affaire, même si elle se vend tout de suite. Je vous tiendrai au courant. Un silence s'est installé entre nous. Elle a dit brusquement, je sais que c'est fini. J'y ai longuement réfléchi. Comme vous pouvez le deviner, j'ai commencé à me demander pourquoi j'avais été aussi stupide. Je veux dire que j'ai réfléchi à ma réaction si les circonstances s'inversaient, c'est-à-dire si tu avais une liaison dans mon dos. Le sentiment de trahison, la stupeur, l'humiliation, la rage d'avoir été trompé et traité avec un tel mépris font que je ne peux même pas m'imaginer t'accepter à nouveau, quelles que soient les conditions. Elle me jette un regard sec et triste. Je veux simplement te dire, David, du moins je crois le faire, que je comprends. Je ne prétends pas savoir ce que tu ressens. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour avoir une autre opportunité. Même si je ne pense pas que ce soit faisable, je te donnerai toute ma loyauté et mon amour pour expier ce que j'ai fait. Ses yeux se sont levés pour rencontrer les miens, mais elle n'a pu voir qu'un regard vide. Je voulais lui dire qu'en fait, j'étais plutôt désolé. Je m'excusais de l'avoir trompée, d'avoir agi si mal, de ne pas avoir honoré tout l'amour, la loyauté et les encouragements qu'elle m'avait donnés depuis le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Même si je savais que mes excuses ne signifiaient rien pour elle, elle les méritait et je voulais les lui présenter. Elle m'a quand même jeté un coup d'œil, s'attendant manifestement à ce que je dise quelque chose d'un ton soit peu réconfortant, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai fixé à l'instant. Pas de signe de tête, seulement un regard fixe. Tina vous a-t-elle fait part de notre méthode de découverte? Elle a hoché la tête, les joues empourprées par l'agonie. Elle me l'a enfin dit après plusieurs demandes répétées. J'en suis très malheureuse. Pour être clair, David, il n'a jamais été question de te blesser ou de te rabaisser. Même si je savais que j'étais une idiote de croire que je pouvais tout garder secret, c'est ce que je visais. Nous étions, du moins nous le croyions, très prudents. Elle a commencé à expliquer comment tout cela avait commencé, et j'ai levé la main. Ça ne me dérange pas du tout. Tout ce que tu voulais me dire, comment ça a commencé, pourquoi tu l'as fait, combien de temps ça a duré, ne me concerne pas. Tu n'es pas sûr? D'accord, tu l'as dit. À part ça? Je savais que je me comportais comme un abruti de sang-froid, alors c'était plutôt choquant de voir à quel point je trouvais ça simple. Elle souffrait, et j'ai découvert que je n'avais même pas envie d'être gentil avec elle ou de l'apaiser. Elle avait trahi quelqu'un. Elle devait maintenant payer pour cela. Elle avait brisé ma vie paisible en 1000 morceaux et détruit mon mariage. Une goutte a glissé sur sa joue pendant que j'attendais. Sans dire un mot de plus, j'ai pris les documents signés, je me suis retourné et j'ai quitté la maison. David, je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Merci de votre attention.